Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 20e webinaire qui porte sur la transformation numérique des entreprises. Aujourd'hui, il va être question des plus grandes tendances de l'expérience client en 2021. Mon nom est Simon Chamberlain de l'entreprise Brome Conseil. Je suis localisé à Sutton, dans la magnifique région de Brome-Biscoit. Aujourd'hui, mon invité est Sébastien Forget, qui est PDG et fondateur de Solutions Métriques. Salut Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Très bien, très excité. C'est mon sujet préféré. Bon, ben écoute, c'est pas mon sujet préféré, mais je m'intéresse à ça. Écoute, signe indéniable de l'intérêt, on vient de commencer, puis on a à peu près 40 personnes déjà avec nous, ça continue d'augmenter. On va être intéressé, en fait, j'invite tout le monde en ligne à nous confirmer là, avec le chat si le niveau sonore est bon de part et d'autre, puis profitez-en aussi pour nous dire où vous êtes ici au Québec ou ailleurs. C'est toujours intéressant de savoir le rayonnement qu'on peut avoir à travers ces webinaires-là. Donc, avant d'embarquer dans le contenu, je vais juste vous expliquer rapidement l'origine des webinaires, puis la logistique aujourd'hui. On va être ensemble pour une durée d'une heure. L'idée derrière ces webinaires-là a débuté en 2020, en fait, ça fait à peu près un an. L'idée à l'époque, c'était avant la pandémie, évidemment, puis l'idée, c'était de réunir des acteurs clés de la transformation numérique des entreprises pour démystifier un peu le sujet, puis échanger vraiment sur une base de partage. L'invitation de Sébastien aujourd'hui s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Sébastien, c'est le 20e, pas le 20e invité, mais en fait la 20e session qu'on fait. Dans ce webinaire-ci aujourd'hui, je disais que en fait, on va parler des tendances incontournables de l'expérience client. Sébastien apporte son expertise au niveau des stratégies et du déploiement de plateformes CRM. Donc, ça va être super intéressant. Mais aussi, notre objectif, c'est surtout de vous faire allumer sur les leviers que la technologie peut apporter dans ce secteur-là. Donc, pour la logistique, on va être ensemble une heure. Vous pouvez utiliser le chat pour exprimer vos opinions, évidemment, comme sur les réseaux sociaux, mais aussi poser vos questions. Ce qui va arriver, c'est que durant le déroulement du webinaire, on va probablement répondre à un certain nombre de questions, mais surtout, à partir de 12h40, 45, dans ces eaux-là, on va avoir une période de questions, puis on pourra vous donner la parole pour la poser. Pour souligner le fait que vous voulez prendre la parole, levez la main. Vous le ferez rendu à 12h40, 12h45, puis on pourra vous donner la parole. Évidemment, avec le groupe qu'on est, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde, mais je pense qu'on va avoir le temps de couvrir un bon nombre de questions. Juste une petite précision, ça va être important, en fait, une fois que je vais vous donner la parole, ça va être important de vous démuter parce que par défaut, vous allez être en sourdine, comme on dit. Alors, écoutez, on est prêt à commencer, hein, Sébastien? Excellent, ben oui, plus prêt que jamais. Fait que, donc, au fond, aujourd'hui, c'est ça, on est là, hein, Sébastien, pour parler des tendances incontournables de l'expérience client. Puis on essaie de donner une twist essentiellement là, par rapport à la PME. L'agenda, bon, on a déjà couvert un peu l'introduction au sujet. Je vais me présenter. Sébastien, par la suite, va prendre le relais pour essentiellement le reste de la présentation, puis il va y aller avec son point de vue d'expert dans le domaine. Donc, mon nom est Simon Chamberlain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la transformation numérique. J'ai mon entreprise qui est Brome Conseil. Je travaille principalement avec la PME de 15 à 500 employés, puis je la conseille dans sa transformation numérique. Je suis accrédité comme auditeur Industrie 4.0 par Investissement Québec. Donc, je fais des plans numériques, mais je travaille aussi en sélection de systèmes, en sélection de technologie. Brome Conseil, en fait, l'entreprise, sa mission, c'est d'accompagner la PME à l'ère numérique. En fait, on existe depuis 2009. Et on capitalise sur l'expérience qu'on a au niveau de la mise en place de solutions d'affaires pour accompagner la PME dans sa transformation numérique. Donc, on l'aide à faire les bons choix en amont de ses activités d'implantation. Nos clients, c'est qui? C'est de la PME essentiellement. On cible la PME de 15 à 500 employés. On travaille dans à peu près tous les secteurs. Ceux qu'on a couverts principalement dans les dernières années, c'est du manufacturier, distribution, TI, commerce de détail, puis aussi l'industrie des services.
Sébastien, à ton tour. Excellent, merci Simon. Alors, moi, je suis ingénieur de formation. Assez tôt, là, j'ai quitté l'aspect un petit peu plus technique, là, quoique c'est ma base, m'en aller dans plus l'aspect business. Donc, travailler là, toujours dans l'arrimage entre les technologies et les besoins d'affaires. Moi, je dis tout le temps, I fill the gap. Sur la technologie, il y a plein de choses qui sont possibles. En affaires, évidemment, les entreprises, on va en parler aujourd'hui, là. J'aime ça combler, puis Solutions Métriques, c'est ce qu'on fait là. On comble un peu le delta qui est entre les deux, puis on accompagne les entreprises là-dedans. Moi, personnellement, après avoir travaillé dans différentes compagnies, certaines startups, certaines plus matures comme entreprises qui existaient depuis des centaines d'années, un petit peu plus de 15 ans, j'ai décidé de partir Solutions Métriques, donc dans le CRM. C'est toujours ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait encore. Avant que ça s'appelle CRM, puis là, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup transformé. Là, c'est des plateformes de gestion de l'expérience client, là, d'où le webinaire aujourd'hui. Chez Solutions Métriques, on est une quarantaine, là, donc ce qu'on appelle, en termes polis, une firme boutique. Donc, pas ça petit, mais boutique. Donc, quand même une maturité, parce que ça fait un peu plus de 400 projets qu'on fait là, avec le temps dans les 12-13 dernières années. Là, donc, quand même, notre entreprise est au stade de fun parce qu'on arrive maintenant avec une maturité de gestion de projet qui est un peu plus grande qu'au début. Puis on est plus facile à travailler avec là, que certaines très grandes entreprises. Nous, je fais ça vite, c'est pas un peu de jargon aujourd'hui, mais on est certifié sur plusieurs plateformes. Donc, on fait les plateformes les plus connues, là, Salesforce, Dynamics, on fait du Sugar, du Cratio, on fait du HubSpot. Donc, c'est 5 plateformes qu'on maintient. On a aussi une solution open source. Mais vraiment, on approche, puis nous, on aide à la décision là, sur laquelle qui serait le meilleur pour l'entreprise. Donc, on est sur plusieurs plateformes. Puis notre mission, c'est vraiment que le projet réussisse. Donc, l'important, c'est que on comprend qu'avoir un CRM, ce n'est pas la fin en soi. L'objectif, c'est augmenter ses ventes, être plus efficace, une expérience client extraordinaire, etc., etc. D'où pourquoi on est partenaire avec plusieurs plateformes, qu'on a développé beaucoup une stratégie d'implantation autour de l'adoption usagée. Parce qu'on parlait de plein de belles choses là, qui existent dans les plateformes courantes. Puis en 2021, la technologie est quand même là. Donc, le défi, c'est plus s'assurer que l'entreprise l'implante puis qu'il utilise la plateforme. Parce que malheureusement, il y a encore trop de plateformes CRM qui sont utilisées, pas beaucoup à une partie des possibilités. Donc, le vif du sujet, les 10 tendances incontournables là, pour 2021. Je mentionne, comme tout le monde sait puis comme tout le monde vit présentement, on est encore dans une pandémie, là, mais 2020, donc l'année passée, a eu une transformation importante dans les attentes du client, comment on gère l'expérience client, le cycle de l'engagement complet, le profil digital des clients, comment on gère ça. Il y a beaucoup des tendances 2021 qui émanent de ce qui s'est passé en 2020 à cause de la pandémie. Donc, toutes les entreprises à peu près sur la planète ont dû transformer là, comment ils ont leur relation avec les clients, puis comment ils gèrent l'expérience client. Donc, on va regarder un petit peu les tendances qui sont prédites d'être continuées là, en 2021, ce on voit, ce qu'on expérimente, ce qu'on sent, ce qu'on lit, etc., etc. Donc, c'est un résumé là, des tendances qui seront définitivement certaines, à plus ou moins grande mesure, là, mais commençons avec ce qui est vraiment important. 2021, beaucoup de choses se sont faites à distance remote. Donc, pour les clients là, qui sont dans le B2B comme dans le B2C, l'expérience s'est transformée. Numéro 1, depuis plusieurs années, mais là, ça s'est accéléré en 2021, puis ceux qui s'en vont derrière, qui vont malheureusement prendre du retard, le risque d'être compromis un peu. Donc, c'est comprendre tes besoins du client. Donc, d'avoir, puis ça fait plusieurs années qu'on en parle, ce qu'on appelle un profil 360. D'avoir le profil complet, mais là, on est rendu là. Donc, en 2021, là, les systèmes puis les entreprises sont là, ils ont l'information là, qui arrive dans leur plateforme pour vraiment comprendre le client, mais comprendre son besoin. Donc, puis, tu sais, on l'a tous malheureusement vécu là, d'avoir attendu en ligne, puis là, tu te fais transférer, puis faites le 1, puis faites le 2, etc. Puis,
là, tu répètes ton histoire, puis là, ben, tu rappelles parce que là, tu n'as pas de suivi, puis là, ben, 10 jours plus tard, puis tu recommences ton histoire. Ça, à moins que tu sois, je ne vais pas faire de mauvaise blague, à moins que tu sois le gouvernement, non, mais à moins que ça ne marchera plus, là. Puis, en 2021, donc, puis ça, c'est des statistiques là, qui émanent de 2020, là, puis à la fin, on donne nos sources de statistiques, là, mais il y a 76% des clients qui s'attendent à une expérience client personnalisée. Quand tu les appelles, tu devrais savoir chier. Tu devrais savoir c'est quoi qu'est-ce qu'on a comme produit et ou service et ou engagement chez vous. Puis tu es là pour me servir un peu. Tu n'es pas là pour argumenter, tu es là pour m'accompagner dans m'aider à être ton bon client. Puis bon, parlons d'une étude de cas, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup ça qu'on fait. Là, pour chacun des 10, on va parler d'une entreprise dans laquelle on a fait. Bon, tout le monde connaît les croix bleues. Nous, on travaille avec quelques croix bleues, mais je pense qu'une qui a vraiment mis l'emphase, c'est Saskatchewan Blue Cross. Évidemment, une province où il y a beaucoup de compétition. Pas le choix de se démarquer. L'assurance, se font compétitionner l'InsurTech, le FinTech, etc. Là, beaucoup, beaucoup. Donc, pas le choix. Puis ça se commoditise un peu. Là, ça devient, donc, on a tous des polices d'assurance. Puis des fois, on dit, ouais, OK, mais peut-être pour 2% de moins, je vais aller avec là, parce que je suis sur 2%, mais non. Ouais. Effectivement, c'est un marché de commodité maintenant. C'est ça. Mais eux, ils ont juste la façon que tu t'informes sur leur service fait que tu as le goût de faire avec eux autres, parce que dès le taux dans leur cycle, parce que les autres, ils ne poussent pas un cycle d'achat, ils comprennent, ils ne poussent pas leur cycle de vente, ils comprennent le cycle d'achat de leurs clients. Fait que tout dépendant du persona, qu'est-ce que tu as besoin, etc., etc. Ils ont vraiment calqué une expérience qui fait que déjà au début du cycle, tu sens une expérience personnalisée. T'sais? Puis après ça, un exemple, si tu n'utilises pas ta police avec SBC, dans leur petit nom, Saskatchewan Blue Cross, puis tu es un nouveau client, tu vas recevoir un appel. Tu vas recevoir un appel, écoutez, vous avez souscrit à telle police, juste vous dire, on n'a pas vu de claim encore, on n'a pas vu de claim. Donc, ça va-tu? Je peux-tu vous aider? Fait que tu vois, là, après ça, même si c'est 10$ de plus, tu vas rester avec eux autres. Fait que c'est un bel exemple de comprendre le besoin de ton client, l'aider s'il y a un problème. Quand ils ont un claim, là, je vous le dis, le claim management, un des bons qu'on a fait sur l'expérience client. Donc, transparence, visibilité, collaboration, etc., là, vraiment des choses intéressantes qui ont été mises de l'avant. Sébastien, je vais juste arrêter 2 secondes. Une petite précision avant de continuer. On a 64 personnes avec nous en ligne. C'est super le fun de voir qu'on a du monde de Bromont, Magog, Lac-Brome, Saint-Hyacinthe, Châteauguay. Il y a du monde du côté de Québec. On a du monde dans le Bas-Saint-Laurent. Puis on a même notre ami Russell Tremblay là, du côté de Seven Island ou Sept-Îles pour les intimes. By the way, vous pouvez, dans l'interface web, vous pouvez agrandir ou réduire la taille du vidéo puis de la présentation, ce que vous ne pouvez pas faire si vous êtes sur le mobile. Sébastien, je te laisse. Parfait. Excellent. Donc, évidemment, en ligne avec l'expérience client, puis bon, c'est un service à la clientèle qui offre une expérience, ce qu'on appelle omnichannel. By the way, quelques petites statistiques, là, puis on va les montrer à la fin, mais il y a 1,6 trillion de dollars, trillion, qui sont perdus à cause du mauvais service à la clientèle. Et avec ça, souvent, donc, les entreprises, dans leur opportunité de vente, là, il y a beaucoup qui est perdu à cause d'un mauvais service à la clientèle. Ouais. Et puis, tu magasines une thermopompe, puis tu places 4 appels, puis il y en a juste 2 qui te rappellent, ou il y en a un qui te rappelle 5 jours plus tard, puis c'est trop tard. Exactement. Puis tu as l'autre qui a compris que tu es en train de magasiner, il t'envoie un petit courriel, il dit hey, veux-tu, puis là, qui t'accompagne. Alors, parce que c'est un bon segue au deuxième point, c'est que puis là, les CFO aussi commencent à, parce qu'avant, l'expérience client, c'était plus le département du service à la clientèle. Là, ça devient, dans l'entreprise, vraiment, entre autres chez Métro, là, on en parlera plus tard, mais tous les départements qui sont service client. Là, parce que le CFO, il sait, un client qui est relativement heureux va dépenser 17% de plus
Okay? Puis il est 2 fois plus profitable qu'un client qui est un peu moins enclin à dépenser. Fait que, puis, tu sais, définitivement, là, on parle des tendances 2021, dans l'expérience client, le service, ta portail d'entrée, là, ton portillon d'entrée pour ton service à la clientèle, là, ça va être le plus gros facteur là, qui va pour ton repeat business, puis au niveau de tes ventes, ta prospection aussi. Là. Donc, puis, ce qui arrive, c'est que, puis bon, 2020 a amené une couple d'affaires là, qui n'ont pas rapport au service à la clientèle directement, qui ont un impact. Comme par exemple, tout le monde là, a travaillé remote ou travaillé à distance. C'est une tendance qui est prédite de continuer en 2021, là, même quand la pandémie sera finie. On souhaite tous que ce soit le plus tôt possible, mais même, il n'y aura pas un retour 100%. Il y a des gens, ça va continuer, il va y avoir un travail, une politique de travail à la maison. Puis, ce qui va arriver, c'est que ça va avoir une transformation au niveau de tes ventes, puis une transformation au niveau des services aussi. Donc, les gens vont transiger de plus en plus à distance, ce que ça va amener des opportunités de géographique. Donc, par exemple, si Sociométrique sont de l'exemple, on parle, mais nous, on fait plus affaire à l'extérieur du Québec qu'au Québec, puis aux États-Unis, etc. Ton expertise va primer, et puis ça va permettre qu'au niveau de ta relation client, tu vas avoir des nouveaux joueurs qui arrivent, une compétition, mais si tu développes bien ça à distance, c'est beaucoup d'opportunités. Donc, puis l'expérience client qui va être en partie remote, gérer ça remote, ça va devenir là, un grand facteur là, pour la compétition. Donc, puis qu'est-ce qui s'est passé dans la pandémie, là? Les marques qui ont été bonnes, etc., puis qui est encore en cours, là, parce que c'est malheureusement pas fini. On parle comme c'était fini parce qu'on parle des tendances post-COVID ou post-pandémie, mais ça va rester. Donc, ils vont avoir... c'est une transformation là, qu'il y a eu en 2020 que normalement aurait dû prendre 6, 8, 10 ans à faire là, dans certains secteurs, certaines industries. Mais définitivement, là, il y a des choses qui sont permanentes là, puis qui vont rester au niveau de l'expérience client, au niveau du service à la clientèle. Donc ça, c'est mieux. La transparence. On en parlait un petit peu brièvement tantôt. Donc, bon, nous, on travaille avec CMPA, là, qui est le Canadian Medical Protective Association. Vite, les médecins au Canada, ils sont sur pas au privé, ils ont formé leur propre association pour les erreurs professionnelles. Là. Donc, il y a un bel organisme là, à Ottawa. Donc, grosso modo, les 115, 120 000 médecins au Canada sont clients. Bon, évidemment, tu as besoin de CMP quand ça ne va pas trop bien, on s'entend. Bon, il y a une volet éducatif qui est parfait et c'est des champions à la prévention, mais quand ça ne va pas trop bien et que tu reçois un subpoena, etc., comme professionnel de la santé, tu vas utiliser CMPA. Donc, là, c'est important parce que, bon, évidemment, de par la nature du service, c'est très sensible au niveau émotionnel. Donc, tu sais, je pense que c'est la transparence que, bon, CMPA offre, c'est une belle... parce que c'est une tendance 2021, là. Donc, parce qu'on est remote, parce que peut-être on se voit moins, on est moins en meeting face à face, on voit moins le non-verbal, pour développer de la confiance, du trust, la transparence est encore plus de mise en 2021. Donc, tu sais, moi je dis tout le temps, on est open and honest, là, donc ouvert et honnête ou transparent et honnête. C'est une tendance qui est définitivement en 2021, là, qui est super importante parce que le service professionnel, entre autres, là, où ce que tu dois là, vraiment exposer où ce que tu es, ça aide bien ou pas super bien, là, fait que c'est ça qui est la transparence, parce que c'est facile d'être transparent quand tout est parfait, mais définitivement, là, quand c'est un peu moins parfait, il faut l'être aussi. Ça, on le voit dans plusieurs secteurs. Je pense c'est n'importe quel business où tu as un concept d'attente, tu as des files d'attente, puis que là, tu as de plus en plus d'entreprises qui sont transparentes à ce niveau-là, puis qui disent, bon, mais regarde, tu as un temps d'attente de 10 minutes, tu as un temps d'attente de 20 minutes. Fait que tu peux... ça a le mérite d'être clair pour dire, et non pas, on est très occupé et rappelez plus tard. Non,
Exactement. Ouais, c'est ça. Puis malheureusement, des fois, ça arrive, mais encore, il y a des organismes. Mais effectivement, donc toute la transparence, la communication avec tes clients ou ce que tu es dans les différents processus, là, c'est. Puis ce qui est le fun, c'est que les plateformes modernes sont là. Fait que, c'est ça aussi pour nous autres qu'on utilise des plateformes technologiques là, pour atteindre ces objectifs-là. C'est cool parce qu'ils le font. Là. Donc, si tu veux faire la transparence, tu n'as pas besoin de faire un R&D. Tu as juste besoin de faire, comme par exemple, on fait un processus de onboarding client. Donc, qu'est-ce qu'on veut, puis toute la transparence qu'on veut quand on onboard un nouveau client, ben ça, les plateformes le font maintenant. C'est juste de vraiment bien y passer. Fait que ça, c'est le fun pour nous autres pour la transparence. Ouais. La numérisation de l'expérience client. Donc, bon, écoute, ça, puis là, je vais me limiter, parce que je pourrais en parler jusqu'à midi 25 demain, donc, puis faire un 24 heures là-dessus, mais je vais regarder ça assez au niveau, mais le profil digital de ta personne, ou de ton client, de ton prospect, est plus que jamais important et de le croiser avec le profil traditionnel. Donc, pour être capable de donner une expérience complète à ton client. Qu'est-ce qu'on veut dire comme l'expérience digitale? Bon, on parlera du cas de Dassault Aviation, parce que c'est un bon cas, parce que les autres, ils vendent des jets. Donc, des Falcon Jets, là. Donc, puis bon, sans rentrer dans les détails, c'est pas super simple acheter ça, là. C'est un bon cycle d'achat, toutes sortes de beaucoup de configurations, en tout cas. Puis je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui pouvait être au passé compliqué, là, tu sais, le papier, on voit ça, là, non, c'est le formulaire T12, T8, tu sais, là. Puis là, complètement, regarde, c'est super simple. Tu rentres, là, il y a un portail prospect, ça c'est rare. On a des portails clients, mais tu sais, les portails prospects, ça c'est plus rare. On a les portails avec les distributeurs, donc quand on a des livres de distributeurs comme manufacturiers, ils sont là, mais portail prospect, c'est pas tout le monde parce que c'est quand même assez complexe, c'est de vendre, mais toute l'expérience d'achat, elle est streamlinée, elle est standardisée, c'est facile. Tu sais, le client, puis là, ce qui arrive, c'est que quand il voit que, ben là, le rapport avec la marque, ben, il se développe. Puis, évidemment, là, l'objectif ultime de l'expérience client, c'est jamais perdre ton client. Fait que là, ils gardent la marque, les entreprises, etc. avec eux. Fait que, puis, ces tendances-là, bon, puis là, on parle de quand même, bon, acheter ça, qu'ils peuvent se permettre d'investir dans un cycle d'achat, mais ce qu'eux, en passant, ils ont bien compris, ils ne poussent pas leur cycle de vente, hein, ils comprennent le cycle d'achat du client. Là, après ça, basé, rendu où le client a acheté, là, on va dire c'est quoi, nous, dans notre vente, qui est rendu où, là, parce que maintenant, les cycles de vente là, sont asymétriques. C'est plus le premier meeting, deuxième meeting, ça a beaucoup transformé. Alors, mais tout ça pour dire que même dans les plus petits cycles de vente, il va y avoir, puis dans les plus petites interactions, il va y avoir la composante digitale numérique va vraiment être importante. Donc, puis encore, tu sais, bon, Dassault, j'amène quelque chose qui est un peu plus gros, mais même pour les entreprises là, plus petites, il y a des outils natifs qui existent pour le faire. Tu sais, un trend, Simon, que tu vois, là, c'est il appelle ça low code, no code. Fait que, bon, ça veut dire quoi? Moi, j'aime pas ce terme-là parce que ça parle de code, mais si tu low code ou no code, ça fait que c'est pas clair, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être un développeur pour être capable de faire des choses. Donc, ça, c'est le fun. Ça ouvre la porte à plein de monde de pouvoir. Tu peux avoir une plateforme en ligne rapidement en 2 journées avec Shopify ou d'autres. Exactement. Puis tu peux tout connecter ça puis mapper ton expérience client. Donc, ça, c'est le fun aussi. Puis ça, c'est appuyé, en fait, par, je veux juste peut-être rajouter une chose, c'est appuyé, en fait, par des études de Gartner et Forrester, dans les 2 cas qui disent que, et dans le B2B et dans le B2C, les clients se dirigent de plus en plus vers l'en-ligne, vers le online pour trouver des nouveaux fournisseurs, mais aussi trouver des nouveaux produits. Fait que, ouais. Donc, puis peut-être pour la source de ça, là, on disait ça, c'est un trend qui là, s'est accéléré parce que, comme on disait, en 2020, il y a plein de choses qui se sont passées qui, normalement, auraient pris plusieurs années à arriver ou à se transformer.
Tu sais, people don't like to be sold. Fait que les gens n'aiment pas ça se faire vendre. Fait qu'ils veulent s'éduquer, puis là, l'information est là. Donc, le gap entre l'information que tu possèdes et que ton client possède est très, très réduit. Puis il va l'être encore plus en 2021. Donc, les gens sont éduqués, informés, etc. Fait que ça formalise un peu le point que tu as amené. On a une question. Est-ce que tu veux qu'on la garde pour la fin, Simon? Ou, je la garderai pour la fin. Là. Il est midi 25. On n'a pas tout à fait la moitié encore. Parfait. Donc celle-là, elle est fun. Celle-là est un petit peu plus nouvelle, disons ça comme ça. Centre d'appel à appariement comportemental. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en bon français? C'est que, bon, on en parlait tantôt, t'appelles, faites le 1, là, après ça, faites le 2, puis si t'es état de 3, puis là, t'es redirigé, t'attends, etc. Avec Voices, ce qu'on a fait, avec d'autres, mais on peut le démontrer là, avec eux autres, c'est super cool. Téléphone sonne, c'est qui? Parce que tu as l'afficheur, le DID qu'ils appellent dans leur lingo, les gens de télécom. Donc, au lieu d'aller dans le IVR, là, où que tu fais le 1, le 2, tu regardes le DID, tu regardes dans ton CRM, c'est un client important. Lui, tu ne le mets pas en attente, tu fais le 1, tu fais le 2. Là. Il parle directement à la bonne personne. Fait que directement à Sébastien. Directement à Sébastien. Sébastien, cellulaire. OK, salut, comment ça va? Là, moi, je vois, tu sais. Fait que là, ça me permet de servir mon client, puis de distinguer aussi les différentes, ce qu'il y avait avant des queues, etc. Puis, tu sais, au lieu de mettre un client important dans le queue, tu le fais bypasser. Fait que tu es capable d'ajuster un peu ton niveau de service en fonction de tes clients. Là. Fait qu'il y a une adéquation qui est faite entre l'expérience que tu peux te permettre de donner, parce qu'évidemment, tu ne peux pas faire peut-être ça avec tous tes clients, mais il y a une adéquation entre ce que tu veux faire, puis ce que tu veux faire, puis la possibilité de le faire. Donc, quand les appels rentrent, par exemple, là, tu es capable de faire ça. Fait que ça, c'est une tendance là, qui va aussi augmenter là, en 2021. Donc, définitivement, là, c'est bon. L'intelligence artificielle, bon, on revient à Blue Cross parce que ça a été un des bons qu'on a fait, là. Donc, qui dit, tu sais, pour eux, l'intelligence artificielle, c'est plusieurs choses. Pour eux, ça a vraiment été du prédictif pour les aider à conseiller leurs clients. Donc, je vais faire une longue histoire courte, ils ont des profils clients, ils ont des personas qui sont différents. Ils ont été capables d'adapter les actions à prendre selon le persona avec le machine learning, cross-referencing avec les sondages qui faisaient l'expérience client. Donc, dénombrer qu'est-ce qui a été fait pour que nos clients soient le plus contents possible. En passant, quand tu fais du machine learning, souvent, tu apprends des choses. Donc, comme eux autres, par exemple, c'était pas, tu sais, on aurait dit, oh, mais là, il est content parce que ça. Non, des fois, un client va être plus content, par exemple, parce que, un exemple, c'est parce qu'on a 2 numéros de téléphone pour le rejoindre, fait qu'on le rejoint plus. Fait que, ils ont commencé à adapter certains de leurs processus en fonction de l'expérience client. Donc, pour ce qui est de SBC, là, c'est un bel exemple. Donc, puis l'intelligence artificielle, je l'ai mis en 6, il aurait pu être en 1 parce que puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que jusqu'à tout récemment, là, parce que, tu sais, bon, oui, ça fait longtemps qu'on en fait à Montréal, mais puis, tu sais, qu'il y a une plateforme, mais ça n'a pas tout le temps été accessible. Ça n'a pas tout le temps été accessible à qui veut. Là, ça l'est. Puis ce qui est le fun, c'est que vu que le AI public, donc les engins publics d'intelligence artificielle, ont déjà fait une grosse partie du machine learning pour bien des industries. Fait que si tu es comme nous autres, par exemple, en service professionnel, on peut leverager l'AI, même si je n'ai pas 6 millions ou 10 millions de données. Parce que je ne commencerai pas à faire moi-même mon propre AI. Je vais leverager le machine learning. Puis, tu vas utiliser les données des autres. Une potentialité qui est assez importante quand même parce qu'il donne les résultats, il ne donne pas les data. Fait qu'il n'y a pas de danger à partager ça. Mais, tu vas utiliser les données des autres pour te leverager, toi. Exactement. Et puis, tu contribues. Ouais. Peut-être juste une petite remarque pour tout le monde. Je vais vous donner un lien là, dans le chat. Là, vous irez voir la démo de l'application Lemonade aux États-Unis. C'est une application, en fait, un service d'assurance
Ça dure 2 minutes et demie. Vous regarderez ce démo-là, puis vous allez voir que demain, en fait, le futur, c'est déjà aujourd'hui. C'est une compagnie d'assurance qui est de très petite taille, je pense, à même pas 100 employés, puis ils utilisent beaucoup d'intelligence artificielle pour leverager le processus d'ouverture de dossier, mais aussi de réclamation, puis ils ont des délais de traitement des réclamations qui sont excessivement rapides. Puis ils utilisent, entre autres, il faut que tu fasses une déclaration avec ton téléphone, tu enregistres ta déclaration, puis tu fais une espèce de serment je sais pas, d'honnêteté. Puis ils utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle pour tester si tu es honnête ou pas. Fait que, puis voir comment ils vont traiter ton dossier. Donc, à toi de continuer. Excellent. Ouais, bonne intervention. Donc, puis les médias sociaux, bon, on en parle. Tu sais, les médias sociaux, c'est beaucoup, c'est encore, c'était utilisé beaucoup pour diffuser. Donc, tu sais, je veux parler à mon monde, donc c'est un mégaphone, électronique, digital, etc., pour être capable de pousser du contenu. Ça se transforme, OK? Parce que c'est beaucoup une plateforme d'interaction maintenant. C'est plus juste pour shouter, c'est vraiment pour être capable d'interagir avec les gens. Puis maintenant, c'est tout connecté, là. Je ne veux pas faire trop technique aujourd'hui, là, mais tu sais, la gestion de ton client jusqu'à temps que ce soit un ambassadeur, là, donc de curieux à ambassadeur, via les plateformes de médias sociaux, évidemment avec d'autres outils digitaux aussi, là, et ou traditionnels, parce qu'il y a un arrimage des deux. Mais vraiment, gestion de l'expérience client, pas juste pour médias sociaux, pas juste pour diffuser, mais pour avoir le feedback, pour l'amener, pour être capable d'adapter certains messages, puis classifier le monde, puis avoir une relation un peu plus personnalisée, parce qu'il y a beaucoup de personnalisation là, en lien avec ça. Puis bon, un exemple, c'est Estedem, l'Institut Estedem de Paris. Donc, dans un produit cosmétique, il y en a là-dedans qui sont assez dispendieux. Là. Bon, c'est pas de crème à 200-300$, tu sais, fait que qu'ils prennent le temps là, de bien gérer. Puis, tu sais, bon, il y a une évolution, là, le cycle d'achat de la personne, bien comprendre son où, à travers les médias sociaux, donc pas juste chanter, mais être bien à l'écoute, etc. Donc, c'est vraiment un aspect important. Puis, tu sais, il y a eu une trend en 2019, là, puis 2018, qui est arrivé, là, puis bon, HubSpot était un pionnier là-dedans du marketing automation. Donc, le marketing automation, pendant longtemps, a été une plateforme pour automatiser des activités marketing, d'où marketing automation, comme par exemple l'envoi de courriel, ou en 10 jours, tu reçois tel courriel, scoring, etc. Dans les derniers 18 mois, 24 mois, ça reste toujours un outil de marketing pour automatiser ton marketing, puis tes landing pages, puis tes trucs. Ça n'a pas changé. Là, ce qui a amené, par exemple, c'est l'expérience client à l'intérieur de l'automatisation du marketing. Parce que, évidemment, comme on parlait au début, tout le monde veut des clients contents. C'est le trend qui est prédit. Fait il y a 2 ans, il y a des gens qui se sont arrimés là-dessus. Donc, la rétroaction de la satisfaction ou le profil de ton client est une rétroaction dans tes activités marketing. Fait que ça, c'est ce qu'on a fait avec Estedem, où on a combiné les initiatives marketing, principalement les médias sociaux, avec la satisfaction client et l'expérience client individuelle. On a une question, Sébastien, de Claire Frenette qui nous demande médias sociaux en B2B, votre opinion? Mon opinion, c'est absolument nécessaire. Donc, puis là, c'est différent parce que effectivement, Estedem, là, c'est B2C, mais on en fait pour B2B aussi. Alors, je vais essayer de répondre court parce que là aussi, je pourrais parler jusqu'à demain midi. Mais grosso modo, OK, puis il y a différents outils là, pour regarde, je faire une démonstration, c'est super cool, là, mais tu segmentes dans B2B, c'est qui tes personas, puis là, c'est une stratégie de contenu pour faire du thought leadership. Parce qu'en B2B, c'est beaucoup une des choses qui est attirante, parce qu'on l'a parlé tantôt, les gens vont faire dans le B2B, entre 60 et 70% de leur cycle d'achat de façon autonome, sans engager avec un fournisseur. Fait que c'est une façon de s'intégrer là-dedans pour que quand ils sont rendus à engager avec des fournisseurs, tu es déjà
es déjà là. Donc, oui, c'est très bon, les médias sociaux. Il faut bien gérer, mais absolument. D'ailleurs, une partie des gens qui se sont enregistrés aujourd'hui viennent d'une campagne qu'on a faite sur Facebook. Ouais. Excellent. Expérience client omnicanal, omnichannel, donc Dermapur. Donc, bon, l'omnichannel, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment, ton client va interagir avec toi de différentes façons, de différents canaux. Dermapur, ils ont assis là, une variété. Premièrement, je vais parler tantôt, les médias sociaux, ils vont venir sur le site web, ils vont venir télécharger. Bon, Dermapur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une clinique d'esthétique. Ils font des produits cosmétiques aussi, mais principalement là, des interventions non chirurgicales. Donc, que tu as, évidemment, certaines sont plus dispendieuses que d'autres. Ça peut être des petits soins, ça peut être des grands soins. Mais là, ils ont plusieurs points d'interaction. Donc, évidemment, tout ce qui est digital, parce que là, tu as besoin, tu sais, je veux peut-être un soin, là, je vais aller m'informer, donc sur une stratégie de contenu, etc. Ils vont voir sur les médias sociaux, ils vont voir des vidéos. Et bon, évidemment, ils donneront leur courriel, il y aura de l'information qui est par courriel, là, puis qui iront aussi, on a un outil de marketing automation là. Et puis, bon, tu pourras voir le profil digital de la personne. Évidemment, la personne va aller en clinique, puis des fois, elle va aller s'informer à la clinique. Donc, il y a une interaction individuelle qui est là, il y a un profil digital. Évidemment, eux, en plus, ils ont un centre d'appel pour répondre à diverses questions qui est là pour les clients, pour les prospects aussi. Fait que tu sais, tu as vraiment là, tout ce qui est digital, tout ce qui est traditionnel téléphone, traditionnel physique. Là, bon, évidemment, par les temps qui courent, c'est fermé, mais au Québec, là, il y a des cliniques partout au Canada, mais donc, une expérience, puis la façon que c'est bâti, là, comment que l'expérience elle est dictée, c'est que tout le monde sait qu'est-ce qui se passe pour ce client-là est rendu où. Okay? Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment des indicateurs, okay? Puis des codes de couleur. Puis ça, d'affaires qui sont super, parce que, tu sais, c'est une clinicienne là, qui va regarder ça, c'est pas une fille d'IT qui est un développeur, là. En 10 secondes, il faut qu'elle comprenne à qui je parle, quelle sorte de client, etc., de façon, puis pour amener ça d'une façon omnichannel pour que ça soit super simple à engager. L'analyse prédictive. Bon, Bioderma. On parle ici un peu de AI, puis Bioderma, là aussi, là, on va parler de produits puis on parle beaucoup de cosmétiques parce que j'aime beaucoup le B2C aussi, on mixe les deux. Donc, est capable proactivement là, de voir, puis l'AI, là, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il va te donner un scoring sur, OK, on parle, il est recommandé à 88%, par exemple, que la prochaine activité sera la suivante. Hein? Donc, tu n'es plus à faire toi-même des workflows, OK? Puis ça, je parle là, comme ça, comme Steph. C'est pas, ça a l'air, je vais le simplifier, mais c'est rendu simple, OK? Donc, c'est pas comme on a fait ça, puis ça a pris 8 ans à R&D, là. C'est comme, il y a un peu de réflexion à y avoir, c'est stratégique, mais, tu sais, traditionnellement, là, bon, on a un workflow, tu sais, des automatisations, s'il va là, va à gauche, tu sais, une espèce de visio, là, pour ceux qui connaissent ça. OK, mais là, quand tu fais de l'analyse prédictive, c'est que tu dis, OK, moi, je ne vais pas essayer de, moi, Sébastien, dans ma chaise, essayer de prédire qu'est-ce qu'il faut faire. OK, donc, si, par exemple, il va sur telle page, ça veut dire qu'il est intéressé à ça, puis là, commencer à faire ça, ça se fait, tout le monde l'a fait pendant. Là, tu laisses l'analyse prédictive recommander la meilleure action. Donc, évidemment, quand tu commences dans ce domaine-là, tu y vas avec un échantillon, puis tu peaufines, puis il va, mais par la suite, mais vraiment, là, puis encore là, je peux pas, là, parce qu'il était 39, là, puis il reste un sujet, là, mais beaucoup de découvertes qui est faite sur quelles sont la prédiction, parce que même toi, tu n'y avais pas pensé, mais la machine, elle y a pensé. Elle n'a pas pensé, en fait. La machine, elle ne pense pas. C'est la machine, elle a procédé, elle a tellement testé, parce que, tu sais, l'analyse, l'intelligence artificielle, là, quand tu l'utilises pour du prédictif, c'est que tu as deux choses. Tu as un actuaire, OK, comme un actuaire,
avec un méga cloud machine. Fait que c'est comme si tu avais 1 million, beaucoup, des centaines de milliers d'actuaires là, qui passaient ton data, là, puis qui te faisaient une recommandation. Fait que c'est ça les AI. Fait que c'est pas, ils font pas de la magie. C'est juste que tu l'analyses. Quand le prédictif, des fois, ils vont t'amener des choses que tu n'aurais pas faites. De toute façon, c'est à peu près, des fois, ça ne serait même pas opérable parce qu'il y a tellement de scénarios. Donc, l'essor du libre-service auto-assistant. Banco do Brasil. Donc, B2B et B2C, donc, il y a un mix. On va parler plus du B2B, là, mais eux, ils ont vraiment, sont principalement aux États-Unis, là, fait que le banking aux États-Unis, c'est un autre sorte de game qu'on a au Canada, mais grosso modo, là, vraiment, tu sais, pour compétitionner, parce que, bon, ils ont des grands joueurs, là, tout le monde connaît les Bank of America, les gros américains, mais arriver et dire, OK, nous, on veut amener une façon que nos clients gèrent, puis comment on va les gérer de façon digitale, mais qui font de l'auto-assistance, puis tout le partage des connaissances. Tu sais, as des financial advisors qui sont virtuels là, chez Banco de Brésil. Là, fait que tu as vraiment les cours, puis là, tu as accès à tout leur knowledge. Là, ouais. Quand eux, ils engagent un financial advisor, par exemple, là, bon, ils vont l'entraîner, puis après un an, puis tout ça. Et là, tu l'as, ce knowledge-là. Fait que là bon, évidemment, ça n'empêche pas l'expérience, le contact humain, mais c'est un exemple là, de comment là, que tu peux donner comment tu peux partager à ton client ta connaissance d'entreprise organisée pour qu'il puisse un peu s'en servir pour lui-même sans avoir à te parler ou exactement. Ou à te parler, mais vraiment pertinemment. Pas, parce que l'interaction, elle va toujours l'avoir, mais c'est juste qu'elle est super pertinente. Parce que là, j'ai compris. Là. Okay? Fait que là, quand je t'appelle, je ne suis pas à 1 sur 10 dans ma compréhension, puis là, je suis perdu, j'étais à 6, 7 sur 10, puis là, j'ai la valeur. Fait que là, le 15 minutes que tu me donnes, il est super pertinent. Donc, excellent. Donc, on avait dit entre 40 et 45, 42, je suis fier de moi. Je ne suis pas trop c'est bon. On est rendu à la période de questions. Alors là, on a 2 questions à couvrir. Puis pour les autres, je vous invite à vous manifester, là, lever la main dans le chat, puis on va vous donner la parole. Là, on a une première question, en fait, d'Éléonore qui demande, dans le cas d'une organisation qui a un volume de plus de 100 000 nouveaux utilisateurs, une application mobile, nous avons personnalisé le onboarding à l'aide d'une série de drips, des courriels automatisés. C'est la façon retenue pour personnaliser l'expérience. Est-ce que vous auriez une recommandation de personnalisation? Est-ce que, par exemple, on sait si le contact humain devrait être privilégié? Ouais. Bien, oui. Alors, voici. Quand tu as un drip, c'est super cool parce que, puis là, il faut voir comment que le drip, il y a de ramifications. Parce que le drip marketing, c'est un bon outil d'onboarding pour aider à informer le client, à le mettre dans les actions. Mais il faut que le drip, il y ait des retours. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer là, que le client a fait telle action dans l'onboarding. Des fois, c'est vraiment simple, c'est un clic. Ça peut être. Puis si ton client il est pris là et il ne l'a pas fait, oui, des fois, on peut privilégier une action humaine pour l'aider. Maintenant, là, je n'ai pas tout le contexte, mais les bons drips qui servent d'onboarding, le best practice, c'est qu'ils ont de la rétroaction où ils ont certains dans le onboarding process des petits milestones où ce que tu t'es assuré que le client avait compris, puis qu'il y a une petite action à faire. Puis quand c'est dans la rétroaction du onboarding, à ce moment-là, puis si tu as des gens dans l'onboarding qui sont pris, parce que, tu sais, l'onboarding, tu veux qu'il soit concluant. Là. Et puis, dans toutes les entreprises, tu as 100 000 nouveaux utilisateurs, probablement que ce n'est pas 100 000 qui ont fini, ce n'est pas 100%. Fait que, tu sais, le but du onboarding, c'est que oui, quand tu termines, tu apprécies l'expérience client, etc. Mais c'est que ceux qui ne réussissent pas à compléter l'onboarding, tu les aides à comprendre et à rectifier pour être sûr que ça devienne là. Tu sais, à la fin, là, l'objectif ultime de l'onboarding, c'est quasiment un ambassadeur. C'est pas tout le monde qui le saura, mais c'est définitivement un objectif du onboarding. OK, parfait. Question suivante. Toujours d'Éléonore, quel est le pourcentage d'amélioration de la satisfaction des clients lors de l'utilisation du centre d'appel à appariement comportemental? Bon.
Alors là, il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qu'on fera un appariement comportemental, mais ceux qu'on le fait, là, c'est 100% d'amélioration. Donc, par exemple, si tu avais un score de, tu sais, il te manquait, comme par exemple les gens tu sais, dans les différents scorings qu'on fait, là, donc dans ceux qui n'étaient pas satisfaits, là, il y a eu 100% d'amélioration sur les gens qui avaient certaines critiques à faire là, au niveau de l'outil, donc au niveau de l'expérience client. Donc, c'est pas mal. Tu sais, ce que tu en fais, là, tu le vois, ton NPS, là, il est au-dessus de 2,5. Parce que ce qui est fun, c'est pas tout le monde qui le fait. Fait que, tu sais, ils sont comme wow. Pour le bénéfice du monde, l'acronyme que tu as utilisé, peux-tu juste le définir? Oui, NPS, c'est le Net Promoter Score. Donc, pour faire une longue histoire courte, c'est que les gens de marketing ils ont dit si tu avais une seule question à poser, ce serait sur 10, combien ou quel score vous nous donneriez pour recommander à quelqu'un d'autre. Fait que là, tu dis, moi, je serais enclin de le faire à 8 sur 10, ben là, tu as un NPS score de 8. C'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Donc, OK. Bon, ben écoute, tu as une question de vente. Jonathan Aubu qui dit une question plus liée à Solutions Metrics. Si nous sommes une entreprise ayant acquis un logiciel CRM Salesforce, jusqu'où pouvez-vous aller dans l'intégration? Faites-vous l'intégration avec des plateformes existantes de type FileMaker? Oui. Donc, on a encore ça d'implément. Non, c'est une farce. On a encore ça, mais... on a encore ça. Ouais. On peut se parler après, il n'y a pas de problème. Tu sais, puis peut-être pour répondre, l'intégration, ce qui est le fun, c'est que ça s'est beaucoup démocratisé au cours des dernières années. On a vu les approches d'intégration se standardiser. Fait qu'avant, il fallait que tu développes, c'était custom, tout ça. Là, maintenant, fait que quand tu as des bonnes interfaces, puis il y a des connecteurs qui existent entre tes applications natives. Des approches qui sont universelles là, de connexion système. Fait que oui, pour faire une histoire courte, c'est oui. Parfait. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient nous poser une question verbalement? Je vous invite à simplement lever la main là, dans le chat en utilisant les réactions, les petits émoticônes. En attendant, on va partager avec vous le document de la présentation. Donc, je vous invite à le partager maintenant. En fait, à le downloader. Il y a un lien qui apparaît, fait que vous pourrez l'avoir localement puis y référer en tant que tel. Là. Excellent. Parfait. Écoute, Sébastien, je pense que ça a peut-être été trop clair. Il n'y a pas de questions. Les gens sont gênés. mais tu sais, le message, grosso modo, peut-être pour conclure, c'est il y a eu, à cause de la pandémie, il y a une transformation de l'expérience client. Des deux côtés, c'est-à-dire du client qui s'attend à quelque chose de différent, ouais. Les attentes ont changé, puis du côté du fournisseur de l'expérience client, là, donc l'entreprise, qui, elle, s'est adaptée à la nouvelle réalité, puis il y a des choses de ça qui vont perdurer parce qu'ils sont bonnes. Donc, puis en même temps, ça fait longtemps qu'on parle de la mobilité, du cloud, des outils, l'intégration des médias sociaux, etc., des plateformes. Du côté techno, ça s'est beaucoup simplifié aussi. Là, on est dans une période super le fun. Là. On est dans un ère où les technologies sont rendues plus accessibles. Des fois, là, avec le cloud, les paradigmes d'implantation ont changé. Hein? C'est des délais d'implantation qui sont beaucoup plus rapides que du on-premise qu'on a connu. Tu es capable de faire une série de petits projets au lieu de faire un gros projet. Fait que ça, c'est le fun. Tu peux dire, OK, ben là, on retrouve le ROI plus rapidement en expérience client parce que tu es capable de dire, OK, on fait une initiative là. On n'a pas besoin de faire un projet là, de 2 ans, etc. Peut-être que sur 2 ans, on fera une série de projets, mais d'un point de vue investissement, là, c'est plus agréable aussi. Là, fait que ça, c'est le fun. Parfait.
Excellent. Ben, écoute, je pense on va conclure. Là. Je pense qu'il reste un autre diapo avec nos coordonnées. Ouais. Oh, ça... tiens, on a une question. Bon, ben, on va y aller. Jonathan Mayette, nous sommes une entreprise de services, beaucoup de complexité avec la gestion documentaire, workflow, knowledge management. Comment faire pour ne pas se perdre et multiplier les apps? Absolument. Alors, c'est une excellente question. Écoute, bon, premièrement, on a vu, là, il y a une couple d'années, des PSA, des Professional Service Automation, plateforme, ça n'a pas trop levé. Okay? Ça n'a pas trop levé. Puis, parce qu'en service professionnel, là, tout le monde a ça, un système de feuille de temps, de la facturation, de la gestion documentaire, un workflow, des tâches, de l'assignation, de la gestion de projet, un peu de... Bon, fait que ça, beaucoup d'entreprises ont ça. Puis, ce qui arrive, c'est que pourquoi que ça n'a pas levé, mon humble opinion, là, puis les autres, c'est que ça venait beaucoup du opérationnel. Okay? Fait que oui, on a des contraintes opérationnelles comme le workflow, la gestion documentaire. Mais là, ce qui arrive, il y a une nouvelle plateforme qui fonctionne très bien pour faire ce que tu dis. Ils ont une approche un peu plus service client. Donc là, les gens sont plus enclins à utiliser ce type de plateforme-là parce que c'est pas juste un SharePoint ce que je vais uploader, puis pas super le fun. C'est vraiment dire, OK, ben là, regarde, j'upload un document, il a besoin d'une signature, le client le voit, il voit son portail, signe, parfait, ces 3 tâches-là sont faites, ça veut dire que je vais au next step, le client reçoit, là, il voit, bang, dans mon chose, je suis rendu à 68 etc. Fait que c'est vraiment les nouveaux systèmes qui servent des besoins-là, là, de complexité de la gestion documentaire, projet, timesheet, facturation, etc., viennent ou émanent d'une optique d'expérience client ou d'une optique de simplifier la vie à ton client et à ton usager aussi, là. Donc écoute, puis, juste à dire, pour ne pas multiplier les apps, là, on pourra en parler, mais il y a des plateformes qui utilisent où sur ta plateforme, tu n'as pas besoin d'aller des milliers d'apps, tu fais juste pour avoir un tronc commun de toute ton information, puis après, il y a certaines fonctionnalités que tu peux leverger, oui, dans des applications métiers vraiment spécifiques, mais normalement, tu es capable de couvrir ton workflow là, de A à Z. Si je peux peut-être ajouter, moi, je pense que ça, c'est un beau cas de sélection de système, mais même d'audit. Ouais. Parce qu'en fait, l'audit, Jonathan, c'est une démarche où tu examines 20 à 25 processus en détail de l'entreprise. Tu vas regarder c'est quoi les outils numériques, comment l'information circule, puis c'est quoi les problématiques, puis comment on résout ça par des outils numériques. C'est un beau cas, mais on pourra en reparler séparément, mais c'est ça que ça m'allume. Est-ce qu'on a d'autres questions? On dirait que non. Sébastien, la diapo, elle a un peu chié, comme je parle de moi l'expression. Là. Je pense que, en fait, si vous voulez le rejoindre, ben, son adresse courriel est là, 514-316-4848. Vous avez un super site web qui est tout nouveau, frais sorti du labo. Oui, effectivement. Écoute, merci beaucoup pour ton temps cet après-midi. En fait, ce midi, c'était super instructif. Je pense que la préparation, il y a eu un bon travail de préparation. Puis, à voir les commentaires qu'on a eus de tous les gens, je pense que ça a été bien apprécié. Fait que, juste un rappel, vous pouvez télécharger la présentation. Là, vous avez accès au lien. Puis, elle va être disponible en rediffusion. Vous allez recevoir un courriel automatiquement dans quelques temps. Puis je veux juste peut-être vous faire un petit pitch sur mon prochain webinaire. Ça va être le 6 février avec David Beauchemin, qui est un chercheur en intelligence artificielle appliquée. Puis on va parler essentiellement du NLP, là, en fait, le traitement automatique du langage naturel. C'est un sujet qui est quand même pas mal intéressant. Puis David, c'est un bon vulgarisateur. Il est étudiant au doctorat en plus, mais il anime aussi un podcast depuis au-dessus d'1 an. Puis il y a vraiment une belle approche pour vulgariser le sujet. Alors voilà. Ben écoutez, merci d'avoir été avec nous, Sébastien. Encore une fois, merci. Merci à tous. Bonne journée à tous, puis à la prochaine. Parfait, super. Ouais.